Basé sur un de mes anciens tweets, après plus de 20 ans sans l'avoir revu, Superman l'ange de Metropolis est, pour le moment, avec ses 7 premiers épisodes, toujours autant prenant, malgré qu'un peu vive sur ses récits. Le top 4 des meilleurs, à ce moment-là, le premier, The Last Son of Krypton, 4 Fun and Games, 6 Feeding Time et 7 The Way of All Flesh. Je suis toujours Dee Berserker ou encore Dylan Malone pour les plus intimes, et aujourd'hui nous allons revenir sur les 3 meilleurs épisodes sur 13 de cette saison 1 de Superman l'ange de Metropolis, ou encore plus communément appelé en anglais Superman The Animated Series. On se retrouve après le fameux générique, si cela passe. De retour donc pour parler des 3 meilleurs épisodes selon moi de cette saison 1 sur 13, il me fallait faire une petite aparté au vu des pépites que l'on a eues, vraiment en quelques mots. La première d'entre elles que je vous mettrai en avant, c'est son épisode 4, Fun and Games, mettant en avant donc Bruno Menheim, le boss d'Intergang, qui se fait chasser par un certain homme jouet, le Toyman. Voilà, déjà ça fait plaisir puisque c'est un vilain qui n'a pas eu vraiment son heure de gloire du côté des adaptations live. Ensuite, ce qui m'a plu dans cet épisode, qui fait que c'est dans les mentions honorables, c'est le fait que ça a des codes classiques, comme le simple fait de s'attaquer à des gens, donc qui est Lois, Clark et Jimmy, pendant qu'ils font leur boulot. Qu'ensuite, il y a du coup Clark qui fait sa petite enquête, des actions évidemment, des moments actions en tant que Superman, et puis qui l'amène au fait que le Toyman a kidnappé Lois, et que vraiment à la fin on va apprendre qui est le Toyman et quelles sont ses motivations. En gros, le Toyman, tension, émission vidéo à spoilers, c'est vrai que je ne l'avais pas dit. Et du coup, courez si vous ne voulez pas en savoir davantage. Le Toyman, en gros, pour l'histoire, pourquoi il se venge vers Bruno Menheim et 2-3 autres, mais c'est vraiment centré sur Bruno Menheim, le boss d'Intergang. C'est parce que justement, ce bonhomme, d'ailleurs, pour anecdote, Menheim en anglais, ça veut dire grabuge. Voilà, ça, je trouve ça toujours un petit peu cool d'avoir intéressant quelque part ce petit jeu de mots. Et donc, cet homme grabuge a acheté à un certain moment donné une société un petit magasin de jouets qui va lui servir de couverture pour ses activités légales. Et ça va se répercuter sur le directeur de ce magasin qui va être emprisonné à sa place. Mais cet homme n'est pas laissé pour compte d'une certaine manière, puisque celui-ci a un fils, vraiment laissé de côté vu que son père est en prison. Et quelques années après, va s'en venger de ce Bruno Menheim en devenant le Toyman. Donc voilà, ce qu'on voit davantage dans l'épisode, et c'est ça que je trouve intéressant, vraiment ce respect des codes classiques, du coup policier quelque part. En tout cas, c'est une des visions, un des angles de vue du genre policier euh, qui se fait généralement et qui, je trouve, est le plus intéressant à faire, de suivre vraiment comme nos personnages principaux l'enquête et de découvrir le pourquoi, comment, mais où est donc Cornicard, du vilain. Donc voilà, Fun and Games, épisode 4, sorti le 7 septembre 96. Ça dure 22 minutes. Ça, je trouve que globalement, c'est un petit défaut de la série, c'est-à-dire que si on aime comme moi maintenant, on cherche davantage de maturité, que ça prenne le temps, ben voilà, déjà c'est une série d'animation, ça n'est pas le but, mais ça en fait
quelque part aussi une qualité pour justement les néophytes, pour avoir déjà un petit aperçu du lore Superman de Metropolis. Donc voilà. S'il y a un épisode du coup que je vous invite à voir déjà en quelques mots, c'est celui-ci, le 4e de la saison 1, Fun and Games. Hum, Ensuite, vraiment, je vais y revenir de toute façon tout à l'heure, mais en quelques mots, Feeling Time, donc le 6e, vous deviez vous en douter vu qu'il était, que je l'ai amorcé tout à l'heure. Feeling Time, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, je pense certains ont compris. En gros, c'est l'introduction du parasite. Donc l'introduction est pas folle, hein. Là, c'est vraiment, on est encore plus classique que celle que Toyman. Elle fait vraiment encore plus rétro, plus old school, plus 60s, un peu plus kitsch. C'est-à-dire qu'on a deux gars. L'épisode commence comme ça. On a deux gars qui sont occupés à piquer des produits radioactifs. On imagine, enfin, pas radioactifs, mais chimiques, parce que c'est une certaine substance collante, quelque part. Et en fait, donc voilà, on voit bien qu'il y en a un qui est un peu plus bourru que l'autre et l'autre un peu plus sage. Ensuite, en fait, il y a une petite attaque qui se fait déjà pire idée au monde de faire aussi bien en fait des gardiens que des gangsters, de répondre par des armes à feu dans un entrepôt où il y a des produits chimiques à risque inflammable, etc., d'explosion et tout. Donc voilà, déjà ça c'est débile, mais bon, on va dire que on va dire pourquoi pas, hein. C'est vrai qu'il y a des gens dans notre monde, entourage, qui sont pas tous très futés, donc ça pourrait arriver. Les deux, en gros, s'échappent tous les deux dû à tout ça. Durant leur évasion, on va dire ça, celui qui est à l'arrière, Ruby Jones, va être touché par ces produits. Et les produits vont, comme ça d'un instant, vont le transformer en bad guy. Donc ça, j'ai trouvé, voilà, une nouvelle fois, vous voyez, 22 minutes, sorti le 21 septembre 96. Là, c'est le petit genre de truc comparé à Toyman qui me dérange parce que là, vraiment, le gars, il était gentil et comme ça, boum, il switch, il est bad guy parce qu'il y a des produits chimiques qui le touchent. Voilà, j'aurais préféré encore peut-être 2-3 minutes pour développer ça. Bon, voilà, ça c'est, je trouve, le petit défaut. Mais l'introduction, du coup, offre une nouvelle fois, remet en avant du coup un vilain pas très connu de l'univers non plus du Superman. Si vous avez vu que les films ou quelques séries, ben voilà, ça fait plaisir aussi de voir ce genre d'épisode pour cela. Puisqu'en plus, le parasite, qu'est-ce que c'est? C'est en fait ce qui me fait sourire maintenant. Je ris presque jaune et je comprends le dégoût de certains avec ce qu'ils ont fait de Doomsday dans Batman vs Superman. C'est-à-dire que c'est clairement en fait d'apparence certes et au niveau de son ossature, etc. De, de certains côtés en fait, de son côté kryptonien, ben, Doomsday, mais de l'autre, tout ce qui se dégage en force, pouvoir, etc. C'est Parasite en fait. C'est Parasite qui, en touchant quelqu'un, de l'énergie, etc., qui, euh, ben, en gros, comme un berserker, va gagner davantage en force, en fait. Et c'est ce qui va se passer dans cet épisode. Il va même, comme sur l'image vous voyez, en touchant Superman, évidemment, essayer d'en profiter, essayer de retrouver Superman, etc. Parce qu'en plus de ça, il n'a pas juste l'énergie, la force de ceux qui touchent, mais aussi leur mémoire. Donc ça fait un personnage assez cheaté quand même. Allez, en 3, je vais vous mettre celui-ci, de Love of Krypton partie 1. Donc quand vous voyez partie 1, parce qu'il y a les 3 premiers épisodes, ben voilà, c'est directement la continuité de ça. Donc là, c'est voilà, les 3 premiers épisodes de cette saison 1, c'est l'introduction de Superman. C'est l'introduction de Superman, bien que dans l'épisode 2, ou déjà dans celui-ci, je pense que c'est dans l'épisode 2. Dans l'épisode 2, on s'éternise pas sur Clark jeune, il est direct, enfin, on passe direct quasiment quand il est fin de l'adolescence, qui découvre 2-3 pouvoirs, et puis il y a une grosse ellipse et il est à Metropolis. Ça m'a un peu dérangé parce qu'ils avaient le temps de le faire en plus. Enfin, le temps, 20 minutes, mais c'est une saison 1, donc ils pouvaient, je trouve, euh, développer un petit peu quoi, cette partie-là. Mais bon, voilà, on va dire je chipote, mais je trouve que c'est une partie intéressante de l'univers
du Lord Superman à faire. Donc pourquoi pour moi le tout premier épisode figure parmi les meilleurs de cette saison 1? Déjà, vous voyez, son nom est mis en avant. Jor-El euh, tente de convaincre le gouvernement kryptonien de la destruction de la planète. Et évidemment, ils ne vont pas le croire, comme dans toutes les versions, comme dans la plupart des versions post-crisis que l'on connaît du Lord Superman. Il se retrouve même ici, ce qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est l'une des premières fois, parce que j'ai pas encore tout lu côté comics, bien que j'ai l'anthologie ici, mais c'est vraiment, comme je dis, post-crisis. Et pourtant, j'ai feuilleté le Man of Steel de John Byrne, donc il date de 96. Après, ça a été peut-être fait par la suite. Mais ici, de mes connaissances, ce qui est intéressant, hormis aussi Jor-El, c'est le fait que face à lui, pourquoi aussi il ne le croit pas ou difficilement, c'est parce qu'en face, gros spoilers, il y a Brainiac. Et Brainiac, pour ceux qui ne savent pas, on remet les petits barres sur les T. Du coup, c'est une intelligence artificielle kryptonienne, surtout si on se base sur l'animé ici. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il va dire, Brainiac, lors de ce rendez-vous? Eh bien, que Jor-El se trompe, que non, il n'y a pas de... oui, ça a été un séisme, mais voilà, il n'y a rien d'alarmant. Et en fait, l'épisode se passe. Donc déjà pendant l'épisode, on va voir que Jor-El, certes, a une aura à la John Hamm. Je n'arrêterai pas de le dire parce que si vous regardez Mad Men, John Hamm et Keydon Rapper, c'est quasiment Jor-El. Et ici, en fait, à certains points près, évidemment. Et là, ce qui me plaît aussi, c'est-à-dire que Jor-El, quelque part, quand il va apprendre vers la fin que Brainiac, en fait, pourquoi il était comme ça, ben, c'était pour se tirer, en fait, se tirer avant l'explosion, sauvegarder toutes ses données. Il va pas hésiter à prendre les armes, en fait. Il va pas hésiter à prendre les armes et à stopper Brainiac avant qu'il se casse. Malheureusement, il n'aura pas le temps parce que Brainiac, forcément, est haut placé du côté du gouvernement de l'État kryptonien et donc avec lui à les forces armées quelque part. Donc petite course-poursuite, etc. Donc voilà en gros ce que je peux vous dire en quelques mots. Ce que j'aime bien aussi dans ce côté, ça c'est propre à Bruce Timm et Paul Dini l'ont fait dans Batman, mais lui forcément avec un côté gothique. Ici, on a une nouvelle fois une vague rétro-futuriste. Voyez, je vais vous mettre quelques images et vraiment, je trouve ça très cool. D'ailleurs, c'est un choix artistique, certes, qui ne peut pas plaire à tout le monde, mais moi, sur lequel je me baserais pour un film, en fait, pour une trilogie Superman, etc. Et surtout pour mettre en avant Krypton. Et du coup, tout ce qui est Krypton, c'est kryptonien, etc. Donc, par exemple, moi, pour mon univers Superman, c'était déjà le cas avant, mais je me baserais voilà, sur ces couleurs, rouge, noir, et forcément, il y aurait du bleu. Voilà, petit vaisseau, tout ça. D'ailleurs, pour anecdote aussi, dans cet épisode, ce qui est intéressant, c'est que quand Krypton explose, on a des bouts du coup de la planète qui passent dans l'hyperespace. Et cela va démontrer que par la suite, c'est comme ça que Luthor pourra trouver de la kryptonite en fait. Ça a l'air tout bête, mais ça pose un élément pour une logique plus tard cohérent. Et ce que j'ai aimé aussi dans cet épisode, c'est Sylvan, le beau-père de Jor-El, qui ne croit pas du tout en son beau-fils pendant quasiment tout celui-ci, et qui, au moment des faits, va avoir un petit retournement de veste, mais positif. Bien que pour lui, ça lui semble fou, en fait, tout ce qui se passe. Quand Jor-El va lui expliquer que pour lui, comment, en fait, pendant le début de l'épisode, que pour sauver leur espèce, il faut faire ceci, cela. Ici, du coup, son truc, c'était globalement ce qu'il pensait, mais d'abord au niveau de la planète, sauver le maximum de Kryptoniens. Là, il ne reste plus que quelque part une solution, et c'est d'envoyer son fils. Et donc, c'est ça que je trouve intéressant aussi là-dessus, c'est-à-dire que du coup, Sylvain qui retourne sa veste positivement, ils vont nous le jouer en fait, comme un Sheridan et d'autres, même les réalisateurs sur Teen Wolf, par exemple. Je prends ces deux gros exemples parce que c'est deux gros qui m'ont marqué ces derniers mois et ce début d'année. Ils vont jouer avec nous en tant que spectateurs
vraiment en mode suspense. C'est-à-dire que on sait que Jor-El doit faire un truc, on pourrait se douter de ce qui va à suivre, mais on ne sait pas qui est dans le vaisseau qui va faire en gros comment on appelle ça, une diversion avec les soldats kryptoniens. Et puis quand le petit vaisseau s'ouvre, la petite capsule, en fait, c'est Sylvan. Donc voilà, qui permet donc au L leur laisser un peu de temps afin d'envoyer Kal-El euh, sur Terre quelque part. Voilà. Donc vraiment très cool. En position 3 de Last Son of Krypton, partie 1. Et donc, comme vous l'avez compris, qui servira fortement de base dans mon récit. Superman, mon DCU, Superman 1. Globalement, si vous voulez déjà si vous êtes un peu fan de fiction, si vous êtes curieux d'un reboot DCU par quelqu'un d'autre que James Gunn, voire être impatient, je vous mets le lien en description de ma petite fanfiction que j'avais faite à l'époque, où évidemment aujourd'hui il y aura davantage de maturité, de choses qui auront switché, un petit peu changé, mais globalement la base sera presque la même. Ensuite en deux, je l'ai déjà. Je vais rester sur ça. Vous l'avez vu sur la couverture. On va parler de Luthor. Le titre, c'est My Girl. C'est l'épisode 11. Clark reunites with his old girlfriend Lana Lang, who volunteers to spy for him for new lover Lex Luthor. En gros, c'est vraiment en une phrase, ça résume très bien ce qui se passe dans cet épisode. C'est-à-dire que Clark et Lana se retrouvent. Ils ont été en couple amoureux à Smallville ensemble durant leurs années collège. Et celle-ci va espionner pour Clark, son grand amour donc, finalement Lex Luthor. Alors l'épisode, une nouvelle fois, c'est intelligent parce qu'on commence pas vraiment sur ça. On commence sur une sorte de gala où du coup il y a du mannequinat. On apprend qu'il y a celle qui dirige ça, c'est LL. D'ailleurs, que ça commence comme ça, voilà, je trouve déjà c'est comme un truc policier, on donne des détails, on avance petit à petit. Et le LL, pour anecdote, moi qui lis du coup ce Superman anthologique que j'aurai bientôt fini, il me reste 3-4 histoires et ce sera bon sur 12. On apprend en fait que la plupart des Love Interest, je pense que vous l'avez remarqué, hein, Lana Lang, Lois Lane, il y en a d'autres, de Superman, Clark Kent commence par LL, donc c'était plutôt cool, voilà, petite anecdote. Ensuite, avec ce petit truc, on apprend que c'est financé par un certain Luthor et que Lex Luthor et Lana Lang sont en couple. C'est comme ça qu'on apprend que Clark a été avec elle, etc., par les échanges avec Lois. Ensuite, ce qui se passe pour en arriver au qu'elle va espionner pour lui, c'est un peu plus développé que ça, c'est-à-dire qu'elle va se faire kidnapper, comme on voit ici. Deux femmes vont tenter de la kidnapper. Du coup, Clark, elle se retrouve. Elle capte direct que c'est Clark. Elle va même lui dire, ça c'est repris dans l'idée du post-crisis. Vous pouvez retrouver cette idée-là c'est John Byrne qui l'a inventé, il me semble, ou en tout cas qui l'a réutilisé dans son Run Man of Steel de 86. Et donc, quand Superman dépose Lana la première fois qu'il la retrouve, direct elle l'appelle Clark, et lui, du coup, il est surpris. Elle lui fait, mais enfin Clark, enfin voilà, et je trouve c'est le genre de truc qui pour moi passerait mieux encore aujourd'hui. Et du coup, il y a un petit échange, comme vous voyez. Elle est surveillée par Mercy Graves. Donc ça, depuis le début de la série, c'est très cool. Ça vient de cette série, hein, il me semble, le garde du corps féminin de Lex Luthor qui est badass, qui est prête à tout. D'ailleurs, la fameuse anecdote qui revient dans cette saison 1, c'est vous voulez que je lui emmène, elle le dit ici, vous voulez que je lui emmène faire un petit tour. Et Lex se fâche parce qu'en fait, ce qui fait aussi que c'est pour moi dans les meilleurs épisodes, d'avoir mis Lana, ce personnage, d'avoir créé en fait cette histoire, permet de développer le côté plus humain de Luthor. C'est-à-dire que déjà, il est beaucoup moins cliché que ce qu'on a eu avec Gene Hackman dans les films, puisque là, on n'a pas un Lex Luthor qui veut juste tuer Superman. C'est-à-dire que Luthor, en fait, avec Superman, c'est qu'une épine, en fait. Il est là, il l'embête. En fait, on a vraiment ce Luthor businessman qui a les mains sales,
quelque part, c'est le Obadiah Stane de l'univers d'ici. Je ne sais pas si Obadiah, dans le film Iron Man, a été basé sur lui, mais c'est vraiment ça, quoi. Ou en tout cas, réadapté proche des versions récentes de Luthor. Mais voilà, on est sur cet équivalent-là. Et donc, comme vous l'avez compris, Superman est un peu le bâton dans ses roues, quoi. Euh, et donc là, c'est par ces échanges, forcément, avec le couple qui se reforme un peu Lana Clark pendant quelques instants. Pendant une séquence, justement, on va voir que Luthor, c'est tout bête, hein, mais est sur une route assez proche avec Mercy. Par des jumelles, il voit ce qui se passe. Et il fait c'est bon, j'en ai assez vu, nous pouvons y aller. Un truc comme ça. Et je trouve que ça humanise en fait davantage Luthor. Hormis déjà ce que je viens de vous dire, de que c'est un businessman qui salit les mains quelque part, puisque ben, c'est un. Comme Obadja, quelque part Tony Stark aussi, c'est un vendeur d'armes pour le gouvernement, en gros, mais pas que. Donc pour tous ceux qui veulent se faire un peu de fric, donc évidemment des gangsters, etc., marché noir et tout. Et justement, ça parle de tout ça. Donc pour moi, ouais, en deux, presque sans hésitation, My Girl, parce que c'est vrai que tout à l'heure, j'avais même un peu avant de faire ces vidéos, est-ce que je le mets aussi haut? Et en fait, comme ça va un peu plus loin dans ses propos que le premier épisode dont je vous ai parlé à l'instant, et en plus que le premier épisode, lui, se développe sur trois. Voilà, il y a tellement de choses développées au niveau de l'humain, des personnages et de Luthor, qui fait que c'est aussi haut pour moi. Donc, comme vous voyez ici, en plus au scénario de Jerry Siegel, qui, c'est surprenant, parce que quand on regarde dans les comics, Jerry Siegel, des années, dès le début de Superman, il part vite en cacahuète, hein, avec. C'est lui qui amène en fait tout le côté science-fiction quelque part du personnage, mais il va tellement loin. Vraiment, je déconne pas, hein, il y a des trucs, c'était compliqué, quoi. Donc voilà. Et puis nous allons donc passer à mon top 1. Alors là, vous voyez déjà un nom d'épisode, mais en fait, il y en a deux. Moi, je triche un peu parce que je trouve que les deux ont ce genre. Pourquoi je vais vous mettre les deux? Parce qu'ils ont quelque part la même thématique et je trouve qu'ils l'assument assez bien, bien que ça peut toujours être mieux, hein. Mais je trouve que ça va déjà pas mal dans ces propos-là. En fait, si vous aimez Victor Stone, et je vous dis même par rapport aux comics ou encore au film de Zack Snyder, je pense que ces épisodes pourraient davantage vous parler puisqu'on est clairement dans la même thématique, c'est-à-dire l'homme derrière la machine, la créature et le monstre, c'est la thématique, quoi, hein, ces épisodes. Là, dans celui-ci, vous voyez, on retrouve Parasite, Tools a Crowd, donc en gros, à deux, c'est la folie. Et moi, je ne l'avais pas vu venir directement parce que ben, je ne suis pas le connaisseur non plus de l'univers. Et en fait, on tombe sur, pareil, on est dans un moment un peu qui va amener à de l'action. On a un gars, un scientifique de Star Labs appelé Garner, voilà, je ne sais plus son prénom. Garner, il y a déjà les flics sur place. Justement, en plus, une certaine Maggie Sawyer. Je place le nom parce qu'en fait, elle est apparue dans des comics Batman aussi par la suite, que j'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais que je sais, hein, enfin voilà. Et donc, il y a une petite altercation avec Superman, forcément, comme pas mal des épisodes précédents. Il est amené à un hôpital, et en fait, ce qui se passe, c'est le gros truc de l'intrigue, c'est que l'homme qui a été arrêté, la Garner, en fait, demande une prime par rapport à diverses choses qui sont passées au niveau de Star Labs qu'on n'a pas, qui sont pas plus développées, mais là c'est pas plus dérangeant que ça, puisque là le gros élément c'est le gars par l'altercation qu'a Superman, il tombe dans le coma, mais le problème qu'il y a, c'est il a avant d'avoir cette altercation avec l'homme d'acier, il a signalé aux flics qu'il avait mis une bombe quelque part, prêt à exploser. Et il y a bien une bombe, hein, mais dès le début, on ne sait pas trop. Et donc, eux, ils doivent prendre toutes les précautions, forcément. Ils tombent dans le coma, et que faire? Là, ça prend quelques instants. Et puis, bon, ils arrivent à ça. Ils arrivent là, face au parasite, parce que c'est le seul qui, par un toucher, hormis prendre de l'énergie de quelqu'un, les souvenirs, etc., ben justement, quand je vous parle de souvenirs, c'est le seul qui peut faire ça. Voilà. Après, du coup, avoir amené ici Parasite,
on aurait pu quelque part s'en douter. En fait, c'est là que moi j'étais un peu surpris, c'est-à-dire que euh, c'est Garner, ici, qui va prendre qui va prendre le dessus sur Ruby Jones, en tant que parasite. Du coup, ce qui donne un vilain beaucoup plus encore imprévisible. Et donc là, comme vous voyez, il les envoie sur une fausse piste. Genre la bombe est par là, et en fait, c'est pour se vitaliser un petit peu. Et là, il y a ce petit truc que je trouve pertinent de Superman, c'est-à-dire, pendant qu'en même temps, il va essayer d'arrêter la bombe, enfin, c'est par ça aussi qu'il va dire à Ruby. En fait, c'est ça que je trouve fou dans cette série, c'est-à-dire que il fait autant son travail de justicier, donc là, de devoir arrêter la bombe, et par ce biais, il garde aussi son côté humain de devoir aider les gens. Et les deux se rejoignent fortement ici, puisque là, en fait, comme vous avez compris, il y a un combat intérieur du parasite. Ruby Jones, qui est un peu le gentil, qui se fait soumettre pendant un bon moment à Garner, qui veut le manipuler, voire l'écraser, il le dit clairement, prendre le pouvoir. Mais en face, comme je le dis, Clark ben, doit arrêter la bombe, quoi. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'au final, la bombe va finir par exploser, sauf que Clark a trouvé un subterfuge pour pas que ça tue des gens, que ça endommage certaines parties de Metropolis. Et en même temps, il a sauvé Ruby Jones en le poussant à reprendre le dessus sur Garner. Donc voilà, je trouve que c'est Superman, véritable héros justicier. Là, enfin, vraiment, il sauve les gens d'une catastrophe et en même temps, il sauve Ruby Jones mentalement. Donc ça, c'est cool. Et puis, ben, la fin, du coup, elle fait sourire, quoi. Quand t'as Garner qui se fait amener à Blackgate et puis que t'entends quelqu'un rigoler, et en fait, c'est Ruby Jones qui est bien dans ses bottes. En gros, si on aurait une adaptation proche de cela, Parasite, ça pourrait être un monde de la Justice League, en fait. Voire même de la GL Dark, aux côtés de Swamp Thing. Et ce que je disais, l'épisode aussi sur la même position, hein, sur la pole position avec lui de cette saison 1. Et on terminera presque là-dessus. C'est, vous deviez, je pense aussi vous en doutez, je l'ai cité tout à l'heure. C'est celui-ci, The Way All Flesh. Donc l'introduction et petit développement de Metallo. Donc saison 1, épisode 7, avec John Corben. À savoir que John Corben est introduit dans les premiers épisodes en tant qu'homme de main de Lex Luthor. Et ici, en fait, d'une manière assez intelligente, je trouve, et qui développe aussi Luthor en tant que... qui montre vraiment que c'est comme le Joker, un pervers narcissique prêt à tout pour son propre but. C'est-à-dire qu'on apprend, en gros l'épisode, c'est du coup Corben qui apprend qu'il y a un cancer, un truc vraiment incurable, insoignable. Et donc la solution qui va s'offrir à lui, ça lui vient d'un docteur de la prison, c'est qu'il participe à un certain projet financé par Luthor, il devient métallo, donc plus fort, etc. Ok, Corben y est, toujours le bon petit soldat, etc. Sauf qu'après, c'est là que pourquoi je vous parle aussi de celui-ci qui est en thème avec l'homme et la machine, enfin de toute façon vous voyez, et proche de ce qui a été fait avec Stone, et surtout dans les films. Dans le film de Zack Snyder, très basé sur Justice League New 52 entre autres, et l'autre avec Parasite, c'est-à-dire qu'il va avoir le même combat, puisqu'à un moment va arriver quand il a une nouvelle confrontation avec Superman, première en tant que métallo, il va même il va se rendre compte qu'en fait il a plus de sensations, et c'est ce qu'il cherchait en fait en amenant à ce combat-là. Et pareil, quand il embrasse Loïs, il le dit, je ressens rien. Tu- Merde. Ouais, je vous exagère, je retente de refaire le truc, hein, mais voilà, il est vraiment comme ça, et c'est intéressant en fait de voir ça, que
que c'est pas juste une machine à tuer. Moi, c'est un truc. Voilà, je vous ai dit, je suis déjà, si vous regardez la vidéo jusqu'ici, de plus en plus exigeant. Parce que je trouve que, voilà, il y a beaucoup de trucs où c'est des histoires pas ouf, voire de mauvaises histoires. Et là, je trouve que pour avoir une bonne histoire, il faut avoir un peu de maturité. Et moi, j'ai du mal, déjà, de base, même si je suis assez critique sur beaucoup de choses, je suis encore plus critique avec les choses auxquelles j'ai du mal. Tout ce qui est science-fiction, entre autres, et, et post-apo. Post-apo, qui est d'ailleurs un genre de la science-fiction, hein. Et donc voilà, il faut m'emmener quand même sur des trucs plus pertinents. Et là, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font en me montrant que c'est pas juste un bon petit soldat qui est devenu une machine à tuer. Non, il regrette euh, d'être devenu ça. Et en plus, par la suite, on apprend par Superman, tu vois, c'est ça que je trouve cool avec son petit travail de journaliste, c'est que Luthor, par l'intermédiaire du médecin scientifique, a empoisonné Corbin afin de faire son projet métallo. Et ça, je trouve, c'est là qu'en fait, on comprend davantage avec l'autre épisode, le 11e, que Luthor, c'est le pire des enfoirés, juste pour se faire de la thune, en fait. Voilà, je sais pas quoi vous en dire. Non, mais vraiment, belle petite intro de métallo, belle utilisation, je trouve. Voici donc mon avis, globalement, sur la saison 1 de Superman l'Ange de Metropolis, et qui est The Animated Series. On reviendra évidemment sur la saison 2, qui ici n'a pas 13 épisodes, mais 28. Et si j'y accroche toujours, on reviendra sur la saison 3 plus tard. Donc saison 2, en gros, vous vous dites que en début, mi-mars, j'en parlerai. Peut-être début mars. Attendez, là on est le 17. Ouais, c'est ça. On va dire que ouais, début mi-mars, je vous en reparlerai. Et puis saison 3, si je vais jusque-là, en mars aussi, fin mars, début avril. Donc voilà, on a le temps. Et puis je reviendrai sur Lois et Clark. Je retenterai, je retenterai Smallville. Moi, je sais que j'avais beaucoup aimé la saison 1. Par contre, la 2, j'ai lâché pendant tellement je trouvais ça ridicule à l'époque. Et là, j'ai déjà regardé 2-3 trucs sur YouTube, 2-3 extraits de Superman et Lois. Et je suis curieux finalement, en termes de jeu, ça n'a pas l'air si mauvais que ça. En termes d'écriture non plus. Bien que visuellement, il y a 2-3 trucs, c'est toujours compliqué. On sent que ça manque de budget. Justement, je reviendrai toujours là-dessus, mais le costume de Superman, pourquoi ils n'ont pas gardé le costume d'intro en fait? Que je trouve un peu mieux quoi. Certes, il est vintage, mais il fait moins pyjama. Vraiment, je suis désolé, hein, mais le costume d'après, quand il est papa, etc., c'est pas possible en fait. C'est juste pas possible. C'est le même genre de truc qu'on peut trouver sur. Je vais vous mettre une photo sur Funny Delia, quoi. Un site belge, du coup, comme je suis belge, pour acheter des déguisements. C'est vraiment un déguisement en fait. C'est- Là où sur le premier costume, ils ont mis du budget. Donc je sais pas, ils auraient peut-être dû faire l'inverse. Voilà. Enfin bref, beaucoup d'hommes d'acier à prévoir une nouvelle fois sur la chaîne, mais pas que. Pas que. Justement, la semaine prochaine, on va parler de One Dark Knight. One Dark Knight ici. De Yellowstone et de ses spin-offs, sûrement. Et aussi faire le point des films, des premiers, quelque part, films Superman. Donc l'ère d'honneur, donc Superman 1 à 4 y compris, et Superman Returns qui reboot le 3 et 4 quelque part, qui fait comme si le 3 et 4 n'existait pas. Voilà en somme, tout ça en programme pour la suite. Je vous fais la bise. Moi j'ai encore... je vais lire ça. Je vais terminer ça. La semaine prochaine aussi, sur Réservoir Pop, on parle avec Comics du Prof notamment, et peut-être rubrique du G, de For All Seasons. Une petite pépite, j'ai l'impression, dans le monde des comics, de Tim Sale et G-Flob, à l'anglaise, hein, G-Flob et Tim Sale, deux petits noms du monde des comics, c'est surtout de DC, puisqu'ils ont travaillé sur The Long Halloween et Dark Victory, deux pépites de l'univers Batman. Voilà, je vous fais la bise.
N'oubliez pas le petit like, c'est très important, surtout si vous avez aimé ou pas cette vidéo. De cliquer sur la cloche si vous n'êtes toujours pas abonné pour ne rien rater de cet univers d'ici, de comics, de passion, de ciné, de séries. Et que dire de plus? Me dire, vous, dans l'espace commentaire, qu'est-ce que vous avez aimé de cette saison 1, si vous comptez la revoir, en quoi vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et on se laisse là-dessus, hein, je pense que c'est pas mal. Hein. Ouais. Allez, ciao ciao.